Hello, this is Davis. Want to hear quality news and strong opinion on the Web 3.0? Well, welcome to the ultimate channel on this topic then, and please welcome Elise and Nicholas. Salut, c'est Elise. Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans l'épisode 6 de Métacravate intitulé ASV 3.0, Please. Et on vous propose donc de commencer avec une entrée assez originale puisqu'on va parler voiture. Alors non, vous n'êtes pas dans Turbo de dimanche matin, on a tous vécu ça dans la douleur, mais ce n'est pas ça, c'est plus sur la voiture autonome cette fois que l'on va parler. Parce qu'en fait, on s'est aperçu un peu au hasard que le 14 juillet 2022, la réglementation française va autoriser l'utilisation de voitures autonomes de niveau 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, moi actuellement, j'ai une voiture autonome de niveau 2, depuis pas longtemps d'ailleurs, j'ai découvert un peu sur autoroute ce que ça voulait dire. Ça veut dire que la voiture, elle est capable de détecter les lignes blanches, de rester dedans toute seule. Genre si jamais moi je déborde un peu parce que j'attrape un truc ou quoi, direct elle va biper, elle va me dire « Oh là, relax, retourne dans les lignes ». Attention, j'informe nos auditeurs qu'il faut conduire avec prudence et regarder la route. Oui, bah ça va, ça arrive. Et au-delà de ça, si jamais, si je mets le clignotant et que je laisse dégager, la voiture va dégager toute seule. Enfin, c'est assez fun. Le régulateur de vitesse est impressionnant. Il va ralentir dès qu'il détecte un véhicule devant, s'adapter à la vitesse, réaccélérer, ce que ne faisaient pas avant les régulateurs de vitesse. Bon, je sais, peut-être que j'ai l'impression de sortir une grotte pour certains, mais ça m'a beaucoup surprise. Et du coup, c'est vrai que c'était vachement plus sympa de manger de la route dans ces conditions. Voilà, niveau 2, il y a une certaine autonomie, mais on garde les mains sur le volant. Le niveau 3, c'est quand même le plus gros step en fait en termes de passage de niveau, c'est du passage de niveau 2 au niveau 3, parce que justement, il n'y a plus besoin d'avoir les mains sur le volant, on passe en mode voiture autonome. Et je suis vraiment surprise de découvrir ça de manière un peu random en browsant sur LinkedIn, cet article qui explique qu'en juillet 2022, on passe en stage 3. Tu étais au courant toi, Nico? Non, franchement, je pensais pas qu'on était aussi proche d'une mise en circulation. D'autant plus que quand j'avais étudié en fait ce sujet-là, il y a le fameux problème qui a d'ailleurs eu une actualité là. J'ai vu beaucoup de streamers s'y intéresser. Je sais pas pourquoi c'est intervenu, mais j'imagine que c'est lié justement à ce que tu vois. Voilà. Et donc que certains vont reconnaître que le trolley dilemma et qui évoque une situation où, alors je vais en prendre une pour l'illustrer, une situation où on aurait une voiture lancée pleine balle, un défaut mécanique qui l'empêche de freiner, et devant elle, un choix, c'est-à-dire d'un côté du passage piéton, une famille avec un enfant, et de l'autre côté, on peut imaginer 2 personnes âgées. Et donc forcément, la voiture va percuter un des 2 groupes, et donc il faut choisir, finalement, dans cet exercice-là, on demande à l'interlocuteur de choisir. Et donc en fait, dans cette réflexion-là, ça amène évidemment plein de débats, il y a plein de choses, c'est hyper intéressant. Mais surtout, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fonction des groupes avec lesquels tu parles, le choix va être différent. Donc imaginons quand bien même qu'au niveau national, il y ait, en tout cas en France, un consensus sur le bon choix à faire, ou le bon choix, je sais pas si c'est le bon choix, mais le meilleur choix à faire. On peut imaginer qu'il serait différent en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et donc si ta voiture autonome, bah, tu vas conduire en Espagne, potentiellement, dans ce cas de figure-là, le choix, il pourrait être pas adapté au pays dans lequel tu circules. Donc, je sais pas comment tout ça a été résolu, ça m'intrigue beaucoup, j'ai envie de me plonger un petit peu pour comprendre, si on a un problème, qu'est-ce qu'a fait l'intelligence artificielle et pourquoi elle le fait. En plus, même les articles, ils sont pas clairs. Tu vois, là, je suis sur largus.fr. L'article te dit, ouais, voilà, on passe en niveau 3 en juillet, principalement sur autoroute, vitesse autorisée maximum 60 km/h. Donc là, tu vois, j'ai beau réfléchir, je me Ça dis, risque attends. d'être un petit peu dangereux quand derrière, t'as Elise qui arrive pleine balle avec sa voiture niveau 2 et qui est en train de fouiller dans son sac. Parce que j'ai le régulateur. Non, parce que j'ai le régulateur. Non, mais je veux dire, comment ils peuvent te dire, vous aurez le droit de le mettre que sur autoroute et en même temps, ça va, on va limiter à 60 km/h au début. Mais what? On va rester dans les voitures, et enfin en tout cas dans l'automobile, et j'ai vu une petite vidéo, alors ça fait quelques jours que je l'ai eu sur LinkedIn, et je vous partage donc la vidéo, sur une expérience, enfin un test ou un prototype on va dire, d'HoloLens. Donc HoloLens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un casque de réalité mixte. Ce qui le différencie des autres casques, c'est que c'est un casque qui est complètement autonome, donc il n'y a pas de fil, il n'y a pas de connexion à un PC, tout est embarqué dans le casque. Et c'est pas de la réalité virtuelle au sens où on ne voit plus son environnement, c'est de la réalité mixte, donc ça veut dire qu'on voit son environnement, on voit les chaises, les tables, enfin tout ce qu'on voit normalement, et on superpose
des informations numériques par-dessus sous forme d'hologramme. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit dans Star Wars, là, quand il y a les conférences et qu'on voit les gens projeter. Bah, c'est un petit peu ce concept-là. Et donc là, sur cette vidéo, on a un jeu finalement avec du vrai karting. Donc je suis vraiment dans une voiture de karting, sauf que je vais superposer dans le décor un environnement virtuel, enfin en tout cas holographique, avec bah, potentiellement, on peut imaginer plein d'interactions possibles avec cet environnement pour gagner des points, pour avoir des pénalités si je fais mal quelque chose, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, dans toutes les vidéos précédentes, j'ai partagé mes expériences sur la réalité virtuelle avec le fait d'avoir parfois des décors qui soutiennent finalement l'expérience de réalité virtuelle. Là, c'est encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai vraiment le décor que je vois, mais en plus de ça, je peux m'amuser à certains endroits à poser bah, des choses qui n'existent pas dans, dans le monde réel. Et ça promet des choses très très intéressantes en fait. J'adore cette expérience. Alors HoloLens, c'est pas nouveau hein, le concept, mais voilà, juste cette illustration-là me fait dire que finalement, il y a encore pas mal de choses à découvrir. On passe au plat et sur le plat, tu voulais nous parler, Élise, de tout ce qui est identité, d'où d'ailleurs le titre de cet épisode, dans le Web 3.0. Tout à fait. Je voulais parler de l'identité dans le métavers parce que c'est un sujet très intéressant et encore très mal scopé, où on trouve de tout et de son contraire. Parce qu'effectivement, le Web 3, la théorie, c'est un retour de... Enfin, vos données vous reviennent. Vous retrouvez vraiment la privacy sur tout ce qui vous concerne. Vous êtes censé pouvoir dire ce que vous accordez à qui, quand, dans quel contexte. Et vous n'avez plus ces cookie walls super invasifs où que vous passez 10 minutes à désactiver à chaque fois que vous cherchez une recette. Là, vous avez vraiment, en théorie, cette possibilité de vraiment partitionner vos données personnelles, vos données sensibles et les données un peu globales comme votre pseudonyme que vous pouvez diffuser plus largement. Ça, c'est ce qui est écrit. Après, dans la vraie vie, on peut se questionner sur comment est-ce que ça va être possible parce qu'il n'y a aucune régulation, aucune agence gouvernementale qui ne se prononce encore sur le coup. On a des théories, on a le NFT identité, se dire que votre identité va être donc un NFT que vous pourrez utiliser en tant que preuve de votre identité. Comment ça va fonctionner? Par qui ça va être géré? On ne sait pas. Il y a des sociétés qui sont sur le coup. Il y a MetaMirror, par exemple, qui travaille à l'identité virtuelle. Mais encore une fois, on est en plein vide parce qu'aucun gouvernement ne s'est prononcé sur le sujet. Donc, ce qui s'appelle la Self-Sovereign Identity, donc le retour de votre identité, ça a plusieurs avantages, bien sûr. Déjà, celui de ne pas avoir vos données un peu partout sur la toile et de recevoir des pubs, vous ne savez même pas d'où ça sort. Mais aussi la possibilité de lutter contre le phénomène qui s'appelle l'infobésité, dont nous souffrons tous, à savoir vous recevez des milliers de mails, des milliers de publicités ciblées, des milliers de choses dont vous n'avez rien à faire dans l'absolu, mais qui sont basées sur les données, les traces que vous avez laissées à droite à gauche sans même vous en apercevoir. Donc, le retour de vos données privées à vous-même, c'est censé vous permettre en tout cas de lutter contre ça. Cependant, moi, j'y vois quand même quelque chose, un point d'intérêt à soulever, c'est que on vous annonce d'un côté ça, et d'un autre côté, on vous annonce qu'on va faire des avatars de vous-même basés justement sur vos données, vos données les plus personnelles en fait, vos réseaux sociaux, pour avoir l'avatar le plus ciblé, le plus propre, le plus réaliste dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de communiquer, dans sa façon de faire des blagues, y compris donc pour tout ce qui est projet d'avatar après la mort, comme celui dont on avait parlé de Somnium Space. Mais du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, on vous dit: «Ouais, c'est bon, ton adresse email, tu es pas obligé de la communiquer. En revanche, voilà, il me faut tes posts des 10 dernières années, tes photos personnelles, celles de tes enfants, le son de ta voix, s'il te plaît». Je me dis: «What?» quoi, il y a quand même un truc que je comprends pas. Je suis un peu partagé. Bon, déjà, il faut voir qu'il y aura à un moment donné des forces commerciales qui vont s'affronter. On a des entreprises comme Google, comme Facebook et comme Apple qui, eux, veulent absolument conserver l'identité dans leur écosystème parce Bien que ça sûr. leur donne un avantage concurrentiel énorme. Donc, il faut voir déjà ce que eux vont mettre en œuvre pour contrer finalement ce qui serait une avancée de récupération. Sur certains sujets, on a une implication du citoyen, au sens enfin, c'est un peu galvaudé, mais disons que si on parle de crypto-monnaie, tout le monde a à peu près la connaissance de ce que c'est l'argent et donc de ce que ça peut impliquer des phénomènes de blockchain, et cetera. Même si je suis pas en train de dire que tout le monde comprend comment ça fonctionne et l'intérêt, mais je veux dire, en tout cas, ça peut intéresser le citoyen et on peut prendre le sujet dans la réflexion. Le sujet de l'identité, pour le coup, je trouve, à mon sens, en tout cas pour en discuter avec beaucoup de gens et pour
être pas mal à l'écoute de ce qui se passe dans les médias. C'est pas un sujet qui passionne les foules. Le sujet de l'identité numérique, c'est pas un sujet voilà, qui interpelle le citoyen. Quand bien même, c'est un sujet qui est fondamental, parce que comme tu l'exprimes, c'est quand même finalement, Oui. bah, c'est comme si ta carte d'identité, t'as pas envie qu'elle traîne n'importe où, t'as pas envie de la perdre, c'est toujours chiant, faut faire des déclarations, etc. Et là, c'est la même chose dans le monde numérique. Et je trouve que là, il y a un manque de culture autour de l'identité numérique, alors que c'est un sujet qui devrait être fondamental pour toute la construction justement de ce qui nous attend dans le Web 3.0. OK, on va passer au dessert. Alors, bah, écoute, moi, je vais parler d'un truc, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'en parler, en fait, et qu'on n'a pas le temps parce qu'on essaie de faire des vidéos courtes, même si on n'y arrive pas. Mais du coup, tant pis, j'en parle cette fois, c'est bon, je balance. Le bal de Paris de Blanc-Cali, ça a l'air vraiment ouf. Donc je préfère en parler maintenant, histoire que ceux que ça intéresse aillent voir et ne le ratent pas quand il passera à Paris. Moi, en tout cas, je compte bien le faire. C'est un peu dans la veine que tu avais décrite un peu dans l'épisode d'avant avec Terra Game, Mhm. où c'est du immersif, hein, avec le casque, le toucher, et cetera. Sauf que là, on n'est pas dans une invasion de zombies, on est quelque chose de quand même beaucoup plus classieux. On est dans un bal avec des acteurs, masqués, avec des danseurs, et donc on a, cette immersion dans ce bal et j'en dis pas plus. Allez voir parce que voilà, parce que vraiment c'est quelque chose qui, je pense, se découvre. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais assez bluffée et j'ai hâte qu'il repasse à Paris. De mon côté, en dessert, alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous allez avoir la chance de pouvoir le voir en temps réel. Il y a un événement qui s'appelle un Ready Developer One qui est organisé par les équipes de Laval. Donc Laval Virtual, on en a parlé, cet événement européen qui se passe dans la ville du même nom. Et donc ce Ready Developer One, c'est une 44 heures, voilà, je suis sur le site là, c'est 44 heures pendant lesquelles des équipes vont s'affronter pour développer le meilleur jeu, donc avec de la réalité mixte, de la réalité virtuelle ou peut-être même de Mmh. la réalité augmentée. Donc je précise parce que c'est supporté par les équipes Microsoft également, donc sur des plateformes Microsoft. Et je trouve ces événements hyper intéressants parce qu'il y a toujours des super idées, des protos où on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Et vous pouvez suivre en direct l'événement sur Twitch. Il y a plein de streamers, enfin il y en a plein, il y en a quelques-uns en tout cas qui vont diffuser des interventions. Il y a la chaîne officielle. Et en termes de récompense, tous les gains de l'événement, c'est-à-dire les coûts d'inscription et tous les dons qui seront faits sur Twitch, seront reversés aux gagnants. Donc ça, c'est plutôt cool plus du coaching, plus un certain nombre de choses dont ils vont bénéficier pour développer un peu plus loin leur proto. Donc voilà, un événement qui m'a l'air super sympa. Moi, j'y passerai ce week-end, c'est sûr. Regardez un peu ce qui s'y passe, en espérant que on ait le futur super jeu qu'on attend tous en réalité mixte. Eh bien, écoute, je propose de clore ce 6e épisode. Euh, Yes. Merci à tous pour votre soutien. On voit toujours voilà, le nombre d'abonnés qui augmente, ça fait super plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Pardon, je m'en remets pas. Eh, c'est ton idée, elle est géniale. Tu devrais être fier. OK.